Non mais attendez, on peut pas laisser ce dirigeant faire n'importe quoi, faut qu'il démissionne là. De toute façon là, ça fait 5 défaites d'affilée. Prochain match, on attend un quart d'heure et seulement après on remplit les tribunes. En sifflant. Et bah demain, on va au centre d'entraînement de l'équipe et on va leur dire aux joueurs comment il faut jouer, il faut se bouger sur le terrain. Salut à tous, footballeurs et footballeuses. Salut Mathieu. Tu as l'air énervé, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, salut Matt. Bah, y a plus rien qui va dans ce club. Eh bien, vous pourriez faire comme à Sochaux. Quoi, Sochaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au FC Sochaux-Montbéliard, ce sont les supporters qui ont pris le pouvoir. Comme à Bastia, comme à Guingamp, les Sochaliens ont davantage réussi à faire parler d'eux. Ce club historique du football français a connu de graves difficultés financières cet été. Fondé en 1928 et parmi les premiers à être entrés dans le professionnalisme et de façon tonitruante, puisqu'ils ont remporté 2 fois le championnat de France ainsi que la Coupe de France dans les années 1930, et alors que cet été ils étaient au bord de la faillite, les supporters se sont littéralement soulevés pour réaliser ce qu'on appelle une levée de fonds, ce qui leur permet d'entrer au capital du club. Après une première tentative pour sauvegarder la place du club en Ligue 2, championnat dont ils ont terminé 9e sur le plan sportif, eh bien le second plan de reprise, cette fois dirigé par un ancien dirigeant du club et soutenu par les sociaux chauds, a cette fois fonctionné, mais pour sauvegarder le club en National 1. Les quoi? Les sociaux chauds? Oui, en fait, ce sont les socios du club de Sochaux. Ce sont les supporters du club qui se sont alliés au sein d'une même association pour réunir de l'argent et l'injecter directement dans le capital du club, comme n'importe quel actionnaire ou sponsor. Ce qui leur permet d'avoir leur mot à dire officiellement dans les prises de décision du club, et cette fois, ils doivent légalement être écoutés. Génial! Plus besoin de faire grève alors? Plus besoin de faire grève. D'accord. Bon bah alors explique-moi. Comment on fait? Eh bien, je t'invite à aller regarder mon double contact avec un dirigeant des sociaux chauds. C'est parti. Ça va, Florian? Bah, écoute, ouais, ça va. J'ai pas mal de petits trucs à faire, mais ça va aller. Le projet Socio Show, en fait, date de 2018 déjà. Tu en faisais partie? Alors, en 2018, j'étais membre, mais je faisais pas partie du bureau et des créateurs. C'est parti d'une simple discussion dans les travails de Bonal. Et puis, parce que la gestion de l'époque était assez calamiteuse, entre Vincent Lédus et puis les Basques de Basconia à la Veste qui voulaient faire du club un satellite. Voilà, il y a une réaction qui s'est faite et il y a notamment ce mouvement du coup qui a été créé par 5 supporters indépendants dans leur coin et qui a été très très vite suivi. Ouais, effectivement, tu parlais de satellite, c'est très à la mode aujourd'hui, hein. Même l'Olympique Lyonnais est tombé dans celui, ce qu'on appelle la galaxie de son propriétaire. Donc les créateurs ont mené un projet, ils ont fait un premier sondage consultation des supporters en ligne pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du club, quelles étaient les valeurs qui étaient attachées, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Et ils ont organisé une grande soirée dans le pays de Montbéliard où ils ont invité plusieurs repreneurs potentiels locaux qui seraient intéressés pour s'inscrire dans ce schéma un peu de reprise en local. Il y a eu notamment Romain Peugeot qui a pu y participer à l'époque. D'accord, déjà, ouais. Déjà, oui, oui. Et donc, du coup, bah, suite à ça s'est poursuivi. Un projet a été présenté aux différents dirigeants. Donc, rien n'était arrêté. Il y a plusieurs modèles qui étaient possibles, mais ils ont toujours refusé la présence des socios au conseil d'administration. Ils ont justifié ce refus ou pas? Non, non, non. L'ancien directeur général nous a dit que le propriétaire chinois ne comprenait pas le concept. Ça a servi de justificatif et de fin de non-recevoir. Pour être tout à fait franc, on pense même qu'il n'y a pas été vraiment présenté. Du coup, pour ce qui est de cette saison, Mhm. quand on fait le bilan, les 8 derniers matchs, C'est c'est ça. des défaites. Donc, est-ce que selon toi, les joueurs sentaient le coup arriver et que du coup, dans la tête, ils y étaient déjà plus et... Non, non, je pense pas parce que en fait personne n'a vu arriver le coup. En fait, c'était une surprise totale parce qu'on a été bercé d'illusions par le directeur général qui encore le journaliste lui pose la question en lui demandant mais du coup avec les augmentations de salaire que vous avez fait, les achats de joueurs, etc. Vous pensez pas qu'il y a un risque devant la DNCG et il balaye ça d'un revers de main. DNCG, ça va être une formalité. Donc bon, pourquoi ne pas le croire puisque jusque-là le propriétaire chinois avait mis l'argent. Et puis là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Visiblement, il y a une crise de l'immobilier en Chine et remettre 10, 12, 14 millions d'euros, comme l'a réclamé de la DNCG, pour un petit club du pays de Montbéliard à l'autre bout du monde, c'est plus dans les plans.
et même avec l'objectif, je pense, de couler définitivement. Et ça, c'était quoi leur intérêt d'agir de la sorte? Parce que c'est vrai que c'est étonnant. On voyait qu'ils voulaient plus mettre d'argent. Ils C'est ça. savaient qu'il y avait un risque de faillite, hein. Il y a C'est même ça. Romain Molina qui l'avait Mhm. annoncé même bien longtemps avant. Et C'est vrai. résultat, ça bouge pas et on laisse mourir le club comme ça, sans explication. Même pas essayer de Ouais. revendre en dernière minute. Ils ont étiré le timing jusqu'au maximum de ce qu'ils pouvaient faire avant que des pressions politiques, peut-être même nationales, les aient obligés à vendre à Romain Peugeot, qui avait un projet de reprise. Alors, les raisons pour lesquelles ils ont fait traîner ça, on l'ignore un peu, mais ouais, je sais pas. Il y avait soit l'impression de d'étirer au maximum pour trouver un repreneur, et puis une fois qu'ils n'ont pas trouvé le repreneur, c'était presque l'idée de la politique de la terre brûlée, quoi. Alors là, tu fais parfaitement la transition parce que tu parles de la reprise de Romain Peugeot qui semblait être en bonne voie. En tout cas, je m'imaginais en plus que c'était l'histoire qui reprenait sens finalement avec le retour de Peugeot dans la famille sochalienne. On se voyait déjà sauvé, puis le coup près tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? On a suivi de ça de près. Alors, Romain, il faut savoir qu'il a, je veux dire, ce qu'il a réussi à faire en quelques jours est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a levé plusieurs millions d'euros, donc l'argent il l'avait, en se débattant avec des partenaires potentiels, avec ses connaissances, ses relations, etc. Un peu de son argent personnel à lui aussi. Le problème, je pense qu'il est de deux ordres. C'est-à-dire que en termes, vu que les Chinois qui étaient propriétaires depuis 3 jours avant le CNOSF, ils se retirent. Hmm. Donc là, Romain Peugeot doit trouver 4 millions d'euros en urgence qu'il parvient à trouver. L'argent était là, mais je pense que ça a pêché à la fois sur le côté administratif, parce que tout a été fait tardivement à cause des Chinois qui ont mis du temps à donner les choses. Hmm. Et puis, la deuxième chose, c'est que la DNCG, je pense, a fortement insisté auprès du CNOSF pour ne pas nous sauver. Alors, pour une raison bien simple, la première fois qu'ils sont passés, il paraît que c'est un des passages les plus calamiteux qu'ils aient vus. C'est-à-dire, en gros, il y avait deux feuilles. Les mecs ont halluciné à la DNCG parce que c'était et puis, le deuxième point, c'est qu'en appel, ils s'y sont même pas présentés, les dirigeants, en fait. Ils ont dû envoyer, je crois, l'avocat du club, ils y sont pas allés. Et c'est ce qui a joué contre le projet de Romain Peugeot, en fait. Donc, nous, ça nous a un peu abattus parce qu'on y croyait fortement et Ouais. on pensait que c'était terminé à ce moment-là, parce que ça nous paraissait pas viable de pouvoir repartir en National 1 sans les droits télévisés. Il y avait une sorte d'incompréhension à ce moment-là. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a des supporters qui disaient on peut pas repartir en Ligue 2, certes, mais on peut encore sauver le club en restant en National 1. Pourquoi Romain Peugeot ne continue pas dans cette voie? Tu sais, il avait fait un prévisionnel extrêmement carré. Hmm. Et dans ce prévisionnel, il y a les entrées d'argent, il y a 4,8 ou 5,1, je sais plus, enfin à peu près 5 millions d'euros de droits télévisés. Si tu arrives à faire un budget ric-rac sur 2, 3 ans qui passe et que tu n'as plus ces 5 millions d'euros de droits télé, bah, ça devient extrêmement compliqué parce que le club a une structure aujourd'hui qui est démesurée pour la Ligue 2. On a discuté avec les supporters de Bastia qui nous demandaient au tout début du processus, qui nous disaient mais combien il y a de salariés au FC Sochaux? On a du mal à savoir. Et nous, on leur a dit on a entre 100 et 150. Les supporters de Bastia ont fait tomber de la chaise parce qu'ils nous ont dit mais nous, on était en Ligue 1, on avait 40 salariés au club. Et en fait, on a un club qui vit qui a un train de vie de Ligue 1 depuis 9 ans et qui ne s'est jamais vraiment restructuré. On a sauvé le centre de formation, mais pour 2 ans parce qu'il va falloir remonter en Ligue 2. Et Romain a compris que sans les 5 millions, ce serait quand même extrêmement compliqué. Bref, il n'a pas dormi pendant des nuits, pendant 15 jours, 3 semaines pour trouver l'argent. Il s'est dit, s'il faut retrouver 5 millions, là, ça va être vraiment compliqué pour le N1. Donc, il n'y a rien à remettre en question dans son engagement. Il est total, sincère et nous, on le salue. Et il s'est inscrit dans le projet du coup de Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier. Eh ben voilà, tu as anticipé ma question comme ça, c'est parfait. Finalement, Jean-Claude Plessis, qui est lui aussi un historique du club désormais, hein, d'autant qu'il a remporté des titres. Il va s'investir comment? Il va être simple sponsor, Romain Peugeot, désormais? Il fait partie du conseil d'administration du club, donc D'accord. il a participé financièrement à la reprise. Et donc, Jean-Claude Plessis a monté un projet dans les mêmes conditions que Romain Peugeot, à la différence que, à ses côtés, il a Pierre Ventier, et que Pierre est quelqu'un qui est extrêmement structuré. Il connaît parfaitement les arcanes du football national. Il a également été membre de la DNCG. S'il monte un dossier, c'est qu'il a une chance de passer. S'il ne le monte pas, c'est qu'il n'a aucune chance de passer. Donc lui, il a monté un projet sur 5 ans, et c'est là où on a eu Jean-Claude Plessis au téléphone et qu'il nous a dit j'aimerais intégrer les socios au sein de notre conseil d'administration. Le premier contact, tu l'as eu le 8 août. Et c'est à ce moment-là que tout s'est joué?
C'est un moment charnière, effectivement. Un journaliste qui nous interviewait et interviewait aussi Jean-Claude Plessis. Je lui ai laissé entendre que moi, j'aimerais bien parler à Jean-Claude Plessis et que nous, s'il y a un projet de reprise sérieux, on aimerait s'y inscrire. Le journaliste nous a mis en contact. On s'est appelé le 8 août et c'est ce qui a permis le lien entre notre association, notre bureau, et puis Jean-Claude et Pierre Ventier par la suite pour affiner les choses au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau financier. Puis ça a permis également d'accélérer notre levée de fonds parce qu'ils ont mis à notre disposition les outils de communication du club. Et donc le service communication du club a joué le jeu et donc a partagé notre levée de fonds sur ses réseaux, etc. Et là, ça a démultiplié notre force de frappe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y avait une urgence ultime et du coup une effervescence subite, pardon. Moi, j'avais l'impression que Socio Show, ça venait tout juste de se faire. Et c'est après, en préparant mon entretien avec toi, que je me rends compte que c'était bien au-delà de cette date. Donc, du coup, l'entrée des socios au capital, c'est effectif, là. C'est effectif, ouais. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est Socio Show, c'est ça, c'est un travail de 5 ans. Donc de structuration, de rencontre des différents supporters d'autres clubs comme Bastia, comme Guingamp, pour savoir comment eux, ils avaient procédé, qu'est-ce qui leur a permis d'avancer. Alors il y a deux modèles. Le modèle guingampais, où ça s'est fait en bonne intelligence dans une période relativement calme et où on a intégré ce qu'ils appellent les calons là-bas, avec une manière de faire qui est un peu différente. Et puis, ça s'est fait dans l'urgence à Bastia, avec un club qui était au bord de la faillite, qui est reparti en National 3. L'association était criblée de dettes, et heureusement que les socios, ces deux repreneurs, ont permis au club de repartir. Donc, il y avait deux modèles, dans l'urgence et de manière plus apaisée, classique. Et ben nous, évidemment, que notre modèle était plus dans l'urgence puisque le club était à deux doigts de disparaître et toute la structuration qu'on avait travaillé en amont depuis 5 ans, ça nous a permis, en fait, au moment où ça s'est présenté, de un, d'être identifié. On savait très bien qui était Socio Show et quel était l'objectif. De deux, du coup, de montrer qu'on a un sérieux, c'est-à-dire qu'on s'est pas créé il y a 2 semaines pour essayer de faire une vague cagnotte litchi qui n'aurait ni queue ni tête, mais on a bien un projet derrière. Et de trois, ça a permis en fait très rapidement de mobiliser des gens pour nous aider parce que on était une association qui était légèrement en sommeil vu qu'on avait du mal à trouver des leviers pour se faire entendre et que d'un coup il a fallu se réveiller et qu'on était 6-8 au bureau et que rapidement on a eu des centaines de mails et de demandes. Il a fallu réagir et donc on a fait un appel à bénévoles. Les gens sont inscrits en fonction de leurs compétences et on a monté des commissions très rapidement pour répondre à l'urgence. C'est même difficile à expliquer, mais c'est extrêmement professionnel. C'est assez extraordinaire ce qu'on a réussi à monter au niveau financier. On a vraiment des choses qui se sont mises en place assez vite avec cette idée de se dire si on y va seul, on va plus vite, mais si on y va ensemble, on va plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe avec un énorme engouement des sociaux. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai que si vous vous sentez sensible à l'histoire de Sochaux, qui est un institutionnel véritable du football français, il faut y aller, il faut participer à la reconstruction du FC Sochaux, désormais en National 1. Donc. Vous êtes deuxième actionnaire là, au conseil d'administration, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, comment ça va s'organiser? Vous allez avoir des missions, des responsabilités, comment ça se passe? Explique-moi. La reprise du club s'est faite sous le statut actuel, qui est une SASP, Société Anonyme Sportive Professionnelle. Hmm. Donc nous, on intègre le conseil d'administration de cette SASP. Normalement, l'avenir, ça va être la création d'une SIC comme à Bastia. Et nous allons l'intégrer au sein du collège supporter. Tout l'intérêt de la SIC est le suivant, c'est qu'il permet à toutes les personnes, et notamment de bien enraciner le club en local, puisqu'il y a un collège de collectivité territoriale qui va être très important, parce que les collectivités, elles ont fait un effort assez extraordinaire pour aider à sauver le club. Donc, on tient aussi, nous, les sociaux, à les saluer. Il y aura un collège, évidemment, supporter, donc c'est le nôtre. Un collège ancien joueur, un collège salarié, puisque ça, c'est une obligation légale dans une SIC. Et puis, le collège des entreprises locales. Et enfin, le dernier collège est celui des repreneurs. Tout le monde va jouer sa partition et son rôle. Les supporters supportent, les dirigeants dirigent. Les collectivités seront le partenaire privilégié et feront leurs actions avec le club. Les anciens joueurs participeront à la culture club. Voilà, les entreprises locales participent au financement pour aider à faire vivre le club. Donc, chacun va jouer sa partition et on va essayer d'avancer tous ensemble avec un objectif commun, remonter le plus vite possible dans le monde professionnel.
Alors, c'est un modèle qui n'est pas encore assez connu, hein, la SIC. En fait, c'est la SCOP améliorée, hein. C'est, Exactement. c'est-à-dire que avant la SCOP, c'était uniquement les salariés qui étaient propriétaires de l'entreprise. Et là, maintenant, on peut y intégrer, comme tu viens très bien de l'expliquer, d'intégrer des institutions, des entreprises partenaires, etc. Elle a surtout une qualité, Ouais. c'est que la SIC est le seul modèle dans lequel une collectivité territoriale peut être actionnaire. Une Ouais. collectivité territoriale n'a pas le droit d'être actionnaire d'une entreprise privée, sauf si c'est une SIC. Hmm. Et c'est tout l'intérêt d'une collectivité. Pour imager, on a certaines collectivités, et c'est le cas partout en France, qui donnent des subventions de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions parfois. Et en fait, elles n'ont aucun droit de regard. Et donc, quand se produit une situation comme nous on a vécu, eh ben, elles n'ont aucun pouvoir. Elles savent pas ce qui s'est passé avec l'argent qu'elles ont mis dans le club. Elles comprennent pas et personne ne leur donne d'explication puisque pour le club, la collectivité est une entreprise comme une autre. C'est pas tout à fait le cas. C'est comme des élus de la République avec de l'argent public qui nous appartient. Donc, on doit avoir à un moment donné un droit de regard sur ce qu'il fait avec le budget. Et la SIC permet justement maintenant aux collectivités qui rentrent d'avoir un regard. Le mot d'ordre, plus jamais ça. Donc, on veut pouvoir avoir un œil sur les finances et ce qui s'y fait, et puis aussi arrêter peut-être avec cette gestion descendante. On a une gestion qui sera plus horizontale. Hmm. Quand il y a des prises de décision qui se font en dépit du bon sens, à un moment donné, il faut quand même pouvoir le dire et rappeler l'intérêt de l'institution et des supporters. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit depuis bientôt une quarantaine d'années et qui ont parfaitement gangréné le football. C'est-à-dire, C'est vraiment c'est ça, dommage. c'est passer le financier avant tout. Et à un moment donné, il y a quand même quelques principes qu'il faut respecter. Tout à fait, ouais. Donc, J'ai vu dans la presse quelqu'un qui avait cité cette magnifique phrase qui est le retour du pouvoir au peuple dans le football. Nous, notre slogan à Culture Foot, c'est le football aux footballeurs. Donc, on est parfaitement dans cette dynamique et on félicite donc les sociaux chauds pour la prise de pouvoir qui a été faite sur le FC Sochaux. C'est vraiment formidable. Donc là, tu parlais du droit de regard sur les finances, en tout cas allouées au club pour son bon fonctionnement. Quels autres pouvoirs vont être alloués aux différents collèges, aux socios de façon propre? Quels contre-pouvoirs vont s'appliquer finalement? En fait, ta question est extrêmement intéressante. Nous, dans l'idée, et ce qu'on veut dire aussi, et passer ce message aux socios, c'est que nous, on est là pour supporter et on n'est pas là notamment pour faire l'équipe de foot. Le sportif, c'est le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs, le staff. Ça, c'est leur chasse gardée. Nous, c'est l'intérêt du club. Alors, on a trois volets qui nous tiennent un peu à cœur, mais comme à Bastia, mais qui reste à débattre parce qu'on n'en est qu'aux prémices. La première, ce serait évidemment de soutenir en fait l'excellence de notre centre de formation, qui est un des meilleurs d'Europe. On avait encore trois joueurs qui ont joué les deux dernières finales de Coupe du Monde, hein, Perisic pour la Croatie qui a été buteur contre la France, et puis Ibrahima Konaté et Marcus Thuram avec l'équipe de France en 2022. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, notre centre il fonctionne bien et il va falloir le pérenniser. Et donc, nous, on aimerait pouvoir travailler en ce sens-là. Mais il y a aussi une partie qui a intégré le club de quelques années qui se développe bien et qui nous tient à cœur, c'est la féminisation du football. Sochaux était un des très rares clubs de France à ne pas professionnel, à ne pas avoir d'équipe féminine il y a encore 4 5 ans. Et donc, on a recommencé de la base. Le club, avec l'association, a fait un travail assez formidable. Ils sont repartis des gamines. Et maintenant, on a des jeunes filles qui arrivent aux portes de l'âge adulte. Il va falloir construire une équipe senior. Et on aimerait pouvoir continuer dans ce chemin-là parce que je pense qu'il y a il y a un potentiel qui est assez énorme dans notre région. Et puis le troisième point, c'est la culture club. Il faut le développer. L'histoire du club, est-ce que ce sera la création d'un musée numérique pour commencer, puis d'un musée, d'un vrai musée par la suite. Voilà, il y a différents projets qui existent. Et tu parles des anciens, tu parles de la culture club. Est-ce que vous pourriez pas imaginer la mise en place de ce que souvent il existe un conseil de surveillance dans les clubs, surtout dans les grands clubs, mais souvent c'est financier, administratif. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un conseil de surveillance sportif mené par les anciens joueurs du club? Ce que je peux révéler qui est assez simple, c'est que la plupart des entraîneurs de nos équipes jeunes sont des anciens joueurs. On a Pierre Voilà. Linfro, Michael Isabé, Sylvain Montsoreau. Il y en a peut-être un ou deux qui, je crois qu'on a un ancien gardien, Pascal Vilchalan, qui entraîne les enfants. On a Gérard Nianouan qui entraîne les gardiens. On a fait appel à nos anciens joueurs pour transmettre.
leur expérience, leur savoir-faire. Ils ont quand même fait des carrières assez extraordinaires. Voilà, ils nous révèlent les discours qu'ils font aux enfants et c'est assez, qui arrivent au centre de formation, etc. Et c'est assez extraordinaire. C'est ça, quoi. On est dans une région ouvrière où il y a des valeurs. Vous avez tout pour vous épanouir ici. Donc donnez tout parce on va tout faire pour vous et ne trichez pas. Je pense que c'est peut-être l'environnement idéal pour un jeune footballeur pour s'épanouir et ensuite aller voir plus haut. C'est tout le plaisir d'un supporter de Sochaux. Et ben, quand je parlais de ce conseil sportif de surveillance, c'est Mhm. d'avoir comme un petit peu les garde-fous du club qui éviteraient le genre d'agissement, comme tu disais tout à l'heure, des dirigeants qui finalement prendraient des décisions à abracadabrantesques et qui finalement ne correspondraient pas à l'esprit du club. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un système comme ça, d'après toi? La SIC pourrait le permettre puisque dans la SIC, il y a un collège anciens joueurs. Donc c'est peut-être typiquement la mission qu'il faudra, qui leur sera dévolue. Les joueurs pourraient jouer ce rôle un petit peu de garde-fou de ce qui se passe. Et on a, je pense, quelques joueurs qui sont prêts à s'y investir. Ben, en tout cas, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter pour la suite du club. Merci. Donc finalement, en conclusion de cette interview, il nous reste un peu plus de 3 minutes. Le malheur d'un jour construit le bonheur du lendemain. Ouais, c'est plutôt bien résumé. On veut depuis 5 ans rentrer à la gouvernance du club. On n'aurait jamais voulu que ça se passe comme ça. Et on y a mis toute notre énergie, tous nos corps, tous nos cœurs, en dormant très peu la nuit. Et on remercie nos conjoints et nos conjointes, notamment les membres du bureau, de nous avoir supportés depuis 6 semaines parce qu'on a été insupportables puisque c'est une nouvelle ère qui s'écrit, c'est-à-dire que c'est la première fois que des supporters rentrent à la gouvernance d'un club professionnel sans passer par le statut amateur. On aurait voulu vraiment que ça se passe dans d'autres conditions, mais il y a une certaine fierté d'avoir réussi cet exploit, de participer au sauvetage du club aux côtés de Jean-Claude Plessis, Pierre Ventier, des entreprises locales. Et donc, on est en train de travailler avec les supporters de Saint-Étienne, les socios verts, les supporters et socios de Marseille, ceux de Guingamp, de Bastia, etc., pour créer un mouvement national. Voilà, il va y avoir une première réunion nationale au mois d'octobre. Donc, pour l'instant, c'est une quinzaine de clubs, de socios d'une quinzaine de clubs, et on espère encore agrandir le mouvement. Donc, je lance un appel, hein, si des personnes sont intéressées, vous pouvez joindre les socios verts qui se feront un plaisir puisque c'est eux qui sont à la manœuvre. Et on va, voilà, essayer de développer ce modèle. Bon, bah, c'est une parfaite façon de conclure cette interview, Florian. Je te remercie de l'avoir accepté, d'y avoir participé. C'est gentil, merci. Merci à On- toi. C'est top. Merci beaucoup et on souhaite que le footballeur à Sochaux se pérennise pendant des siècles et que Mm. l'alliance entre supporters, anciens joueurs et Mozart de la S'entretenir, finance, on va dire, c'est continue dans ça. le bon sens. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Merci Mathieu, c'est cool. Je suis très content que vous ayez réussi à vous en sortir. Ouais, c'est top. Merci beaucoup pour le coup de main en tout cas. C'est cool, hein. Bah, C'est je t'en cool. prie, c'est la moindre des choses. Bon, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, Florian, et bonne Merci beaucoup. continuation avec les sociaux Merci. chauds. C'est cool. À plus. Bye Au bye. revoir, Florian, à bientôt.